des préoccupations, je dirais, concernant la formation et la journée d'aujourd'hui. On avait eu directement en conférence téléphonique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé un peu qu'on vous indiquiez votre niveau de connaissance de l'application dès ce matin, parce que les défis vont être grands. Et je l'ai vu aussi par les demandes, les courriels que j'ai reçus. Et j'en ai 3 courriels sur lesquels j'ai retenu des concepts et sur lesquels j'assois une grosse partie de la présentation aujourd'hui. Donc, si on atteint les objectifs de ces gens-là, je pense que tout le monde va en bénéficier. Mais on sait que, pour avoir entendu votre présentation, il y en a qui sont au début de l'utilisation, il y en a d'autres qui sont déjà très avancés. Donc, les défis sont grands aujourd'hui d'avoir du contenu pour tout le monde, avoir du contenu pour ceux qui commencent, qui va peut-être être très avancé pour eux, on peut bien dire c'est loin, mais inquiétez-vous pas, je pense que c'est les questions où vous allez y arriver rapidement et vous allez peut-être être heureux d'avoir eu du contenu à ce moment-là. Puis les gens qui ont déjà des connaissances assez complètes au niveau de la base, bien, je pense que ça va peut-être enrichir votre vision ou vous donner des façons de voir ou de regarder ou d'utiliser l'application. J'ai d'autres défis aussi aujourd'hui. La voix, d'abord, semaine passée, jeudi, vendredi, je toussais et ça allait pas bien. C'est pour ça que j'ai travaillé toute la fin de semaine, c'était pour pas parler, pour ménager ma voix. J'avais un peu peur que ça dégénère et me retrouver aujourd'hui sans voix. C'est que là, le ton que j'ai aujourd'hui, pour ceux qui sont au fond, j'espère que vous m'entendez bien, parce que je ne pense pas pouvoir monter beaucoup plus haut si je veux finir la journée. D'autres défis aussi, il y a des gens qui n'étaient pas présents à la première. Vous avez eu le matériel. On va faire un petit retour des principaux concepts pour essayer de mettre tout le monde sur le même pied, parce que la philosophie ou mon approche avec mes collaborateurs, là, ben moi, c'est un peu moi qui l'avais amené cette approche-là. On commence par la fin. Les gens ont toujours hâte de voir un résultat, un rapport, de l'utiliser, puis de conseiller quelqu'un avec ça. Mais pour arriver à un bon résultat, faire un conseil judicieux, il y a beaucoup de travail derrière ça. Donc, on a commencé plus par les concepts fondamentaux, finaux, et graduellement, je remonte dans le cœur du programme, dans le cœur de l'application, les groupes, et ça, à ce moment-là, ça se rattache avec ce que vous avez déjà vu, la saisie, le contrôle de qualité des données, et un peu, quand on remonte comme ça aussi, ça va simplifier l'explication des rapports, parce que là, on va s'en tenir à des choses plus spécifiques au rapport, parce que les concepts, vous allez les avoir. Donc, les défis aussi, c'est de passer au travers du contenu. C'est hier soir, quand on a revisé nos choses, puis on a échangé, qu'on s'est aperçu qu'il y a quand même beaucoup de diapos. On vous l'a imprimé, vous les avez dans votre pochette à 3 par page, couleur. Je vous invite à prendre des notes là-dedans au besoin. J'accepte des questions en cours de route, comme la dernière fois, sauf qu'à l'occasion, j'ai des packages de diapos qui s'enchaînent pour expliquer soit un concept, soit un rapport. Dans ce moment-là, je ne les prends pas, les questions, parce que peut-être que je vais y répondre avant la fin en couvrant toutes ces diapos-là. Donc, si vous en avez des questions qui pointent à votre esprit à ce moment-là, notez-les quand on va dire s'il y a des questions pour les couvrir, les échanger à ce moment-là. Donc, il y a aussi aujourd'hui la caméra, mais je ne m'en occuperai pas. Par contre, ça ajoute un peu, je dirais, dans la dimension éclairage, lumière, et aussi il y a une grande salle. Donc, je vais essayer de vous voir. Et soit Diane, soit Antoine, vous gérez aussi un peu le temps, parce que vous savez le contenu, la longueur. Donc, si des fois j'insiste trop sur une diapo, invitez-moi peut-être à accélérer. Ou si je vais trop vite sur certaines et que vous pensez que c'est fondamental, que le message ne passe pas, bien, invitez-moi à reformuler ou reformuler à ce moment-là pour que les gens comprennent ou retiennent le message.
Donc, sur ce, voilà. Donc, le contenu de la première session, on avait 9 sections qu'on avait couvertes, que j'ai mis en vert ici, parce que pour moi, ça devrait être en principe pas mal maîtrisé comme concept. Ce qu'on va s'attarder aujourd'hui, c'est un retour sur les premiers éléments de la première session. Le point 11, c'est parce que moi j'ai gardé la logique là, en partant numéro 1 jusqu'à montant, parce qu'éventuellement, peut-être qu'on fera tout un assemblage pour des présentations pour d'autres clientèles plus ciblées à ce moment-là. Donc, les données qui sont utilisées dans le calcul des EPD-ABC, les figures au PATBQ, j'ai retenu le message qu'on m'avait dit à la conférence téléphonique, je les ai simplifiées dans le PowerPoint et je vais m'en tenir au concept que je veux que vous reteniez sur les figures. Parce que les figures, dans le fond, s'expliquent, si vous les maîtrisez, les 4 figures qu'ils ont dans la pochette, ça vous donne tous les concepts, tous les dessous de fonctionnement du PATBQ, c'est résumé dans ces 4 figures-là. Et de même une 5e que je n'ai pas osé insérer parce que là, on est vraiment rendu dans des situations exceptionnelles, très pointues, et je ne veux pas perdre les gens à ce niveau-là. Donc, on s'en tient aux 4 premières. Les groupes contemporains. On est dans le cœur de la précision des évaluations génétiques avec les groupes. C'est au cœur de la précision des indices, au cœur de la précision des EPD, des ABC. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, mon objectif, ce n'est pas de vous parler de 90% des cas standards qui vont bien, qu'on demande au système de nous former les groupes et automatiquement, on a un résultat tout de suite acceptable. Je vais me concentrer sur les situations d'exception, dans le fond. Les situations, pour ceux qui font faire le saisie, Bernard l'a mentionné, il se réserve les groupes et c'est vers là, effectivement, je pense qu'il faut se camper. Il faut se réserver les groupes. En tout cas, il faut un droit de regard à ces groupes parce que c'est la précision des évaluations repose là-dessus. Donc, moi, je vais me concentrer plus sur 10% des cas particuliers qui vont vous demander peut-être des fois 90% de vos casse-têtes pour répondre, trouver la bonne vision. Donc, plus les cas particuliers à ce moment-là au niveau des groupes. Les avantages d'inscrire les systèmes aux parents. Les parents au système, en principe, vous avez dû le voir lors de la formation sur la saisie, mais ici, j'amène une vision ou une importance que les résultats génétiques. Pourquoi le faire? C'est pas tout de le faire, mais il faut savoir est-ce que ça nous donne des plus et à quel niveau. Stratégie d'élevage, et là, je rejoins là, vraiment Jocelyn qui m'a envoyé des demandes de stratégie d'élevage pour ses pur sang, et Henri qui m'a également envoyé un beau cas sur lequel j'ai bâti des stratégies d'élevage pour l'élevage de femelles de remplacement pur, mais hybride aussi. Donc, avec vos demandes, j'ai combiné 5 cas de stratégie d'élevage. Et la dernière fois, vous savez, j'avais comme appelé des conseillers mauvais experts en cours de réunion. Aujourd'hui, je me réserve le droit d'en appeler dans le courant de la journée pour vous questionner ou vous interpeller sur justement des concepts ou des préoccupations. Vous savez, c'est pas méchant, c'est juste pour garder les gens éveillés dans le fond. Les rapports, là-dessus, c'est les rapports là, beaucoup plus avec un élément d'ordre génétique. Certains combinent génétique technique, mais moi, c'est l'objectif qu'on m'a demandé là, pour cette présentation-ci, c'est d'enchaîner sur la vision et les rapports qui ont de l'information génétique. Donc, sélection en bout de ligne des animaux sur des résultats. J'en ai mis ici, il y en a d'autres aussi qui sont disponibles, que je n'aborderai pas nécessairement, que vous pouvez obtenir en faisant exécuter le rapport au système, ne serait-ce que la liste des descendants, qui peut être un complément des fois à ces rapports-là. Et il y en a d'autres, en tout cas, on va en parler un peu au point 17, où j'ai mis « Autres ». Et « Autres », c'est assez diversifié. Ça inclut aussi les préoccupations de Marie-Christine sur les systèmes de race. Là.
Okay. Vous êtes interpellé des fois, vous allez être confronté, vous allez être challengé là-dessus. J'en parle un peu, mais je vais aussi vous donner surtout des références à ce niveau-là pour que vous puissiez aussi vous documenter. Puis, en tout cas, je vous donnerai peut-être, moi, comment maintenant je me comporte quand on m'interpelle là-dessus. Concept à retenir sur la première formation. Je vous avais donné, et là-dessus, j'ai fait, là, je ne sais pas, en arrière, c'est la grosseur, j'ai combiné 4 diapos dans une de la première. Et surtout, ce que je voulais focusser sur des éléments plus clés qui n'étaient pas nécessairement écrits dans la présentation, surtout pour les gens qui n'avaient pas assisté. Vous voyez l'équation que les gens connaissent, on dit le phénotype est une égale expression du partie génétique plus l'effet de l'environnement. Je vous ai amené au mois de mars que dans le modèle que notre partenaire ontarien utilise pour l'estimation du potentiel génétique, il y a également un effet résiduel qu'il considère. Et plus le modèle est bien fait, plus le résiduel doit tendre vers 0 pour que justement le P égale G plus E. Mais dans le E, c'est l'environnement qu'on essaie toujours d'uniformiser. Mais le résiduel, c'est ce qui n'est pas finalement totalement égalisé ou uniformisé dans l'environnement qui reste. Ça pourrait être la vigueur du veau à la naissance, ça pourrait être un épisode de maladie, ça pourrait être du gain compensatoire que l'animal fait en post-sévrage parce qu'il a été rationné en pré-sévrage. Donc, il ne faut pas s'apeurer d'un effet résiduel. C'est, je vous dirais, la marque de commerce de Bio, un modèle d'avant-garde où il tient compte d'un résiduel dans les estimations du potentiel génétique. La balance, bien, vous voyez ça dans tout volume, P égale G plus E. Ce que je vous avais dit, cette figure-là, la distribution normale, si vous avez la première figure à vous rentrer dans la tête. Oui? Le résiduel, quand on voit les résultats, on s'en rend jamais compte. Non, ça. Il n'y a pas lieu qu'on soit averti de ça. Ah, quand tu tombes dans des calculs de PD puis d'ABC, tu es dans des matrices modèle animal multicaractère intergénérationnel. Il y a des docteurs en génétique qui ils ont fait 3 ans de doctorat, plus des post-docs pour arriver des fois à mettre ça au point. Je lui fais confiance, moi. Demande-moi pas d'aller présenter ça à tes affaires, te rassure. Je pourrais les en dire, penser que des fois, un épisode de maladie, ce qu'il faut retenir, un épisode de maladie qui peut être très sévère, si tu sais que tu ne seras pas annulé dans l'environnement, pense qu'au niveau de ton groupe, tu dois peut-être sortir de ton groupe pour ne pas impacter son évaluation génétique à lui et ses apparentés. C'est le même, je pense qu'il faut le retenir, c'est le côté pratique. Moi, c'est ma position, je te dirais. Okay. Je vous avais dit, la première figure à s'incruster à l'esprit dans la génétique des populations, c'est une distribution normale. Distribution normale, on la souhaite toujours la plus symétrique possible, où les meilleurs animaux, les premiers, les plus performants, qu'on met toujours à la droite de la distribution normale. De plus en plus d'animaux, quand on tourne autour de la moyenne, qui sont dans performance moyenne, et les derniers, les moins performants. Donc, ceux de ce côté-là, on veut surtout les éliminer, ne pas les sélectionner. On recherche toujours principalement de ce côté-ci. Les mâles, on se donne des niveaux de sélection plus intenses que pour les femelles. Ou les femelles, bien là, on n'a pas le choix, il faut en garder plus. Donc, on peut accepter plus large. Mais je vous ai dit, les gains, les indices, les EPD, les ABC, ça fonctionne tous sur le principe d'une distribution normale qui va être plus ou moins évasée selon la population, selon le caractère. Je vous ai apporté après ça la distribution normale lorsqu'on met des concepts plus mathématiques en dessous. Donc, la moyenne, c'est la moyenne, je dirais, plus de performance. Et on marche au PATVQ avec des moyennes égales à 0 pour les caractères. Mais la médiane, qui n'est pas tout à fait la moyenne, la médiane, c'est si tu divises une population en 2, le sujet du milieu est considéré être dans la médiane. Et les rangs centiles sont établis justement sur la médiane. Donc, le rang centile 50 qui divise la population en 2, c'est notre médiane. Il n'est pas toujours collé
de façon parfaite sur la moyenne, parce que la distribution n'est pas toujours symétrique parfaitement. Donc ici, dans l'exemple, les races centiles 50, le PD qui était présenté en livres pour un gain de sang sévral de race Angus était à 0,4 livres au race centiles 50. À retenir, top 1, c'est le meilleur. Il est supérieur à 99% du reste de sa population de référence et 99% race centile, c'est le moins bon. C'est la façon qu'on fonctionne au PATBQ au Québec, même si notre partenaire ontarien qui calcule les EPD, lui, marche sur l'échelle inverse. C'est des questions de philosophie, ça. Le lait va marcher comme nos bulletins scolaires. Tu vises toujours avoir une note de 99%, race centile en 99%. Bio marche de même. Nous et les races, les systèmes de races qui ont des races centiles sont l'approche top 1 pour les meilleurs. Et donc, c'est important de savoir dans quel ordre fonctionne la source qu'on utilise. Mais ce que je voulais montrer aussi, à plus ou moins un écart type. L'écart type, c'est une mesure de distribution qui indique la dispersion ou l'étendue de population. On a toujours plus ou moins un écart type. On a un peu plus que le 2/3 de notre population qui tourne autour de la moyenne, plus ou moins un écart type. À plus ou moins 2, tu as 95, plus ou moins 3, 99,7. Mais le plus ou moins 3, c'est surtout pour au-delà de plus ou moins 3, elle commence à être des données douteuses, questionnables, à vérifier. D'où, c'est pas nécessairement, quand on a trop de données qui sont plus 3 écarts types de notre moyenne, c'est pas parce qu'on a nécessairement des sujets élites entre les mains. On a peut-être avantage à faire un contrôle de qualité de nos données pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur quelque part dans la saisie de nos données. On les voit surtout, ces écarts types-là ou ces références-là, beaucoup plus sur les indices qu'avec les EPD. Les EPD, compte tenu de la façon de c'est calculé, on ne sait pas toutes les sources de où proviennent les données, mais avec les indices, c'est une étape de contrôle de qualité maintenant dans mon livre à moi pour s'assurer que les EPD et les ABC vont être impeccables, le plus précis possible. La deuxième figure en importance que je vous avais parlé et que j'avais présentée, vous aviez eu le privilège de l'avoir un peu en primaire, après un essai dans un petit groupe d'éleveurs, dans une journée d'étable où on l'avait comme testé le concept. Mais cette coupole-là de variation d'un EPD ou d'un ABC, selon le niveau de répétabilité, c'est une primaire que vous avez eue. Même, je n'avais jamais présenté ça à mes collègues du ministère à l'époque. Donc, on l'a fait. Et encore là, j'ai donné un exemple, mettons, pour le gain naissance-sévrage, la variation qu'on peut avoir selon le niveau de répétabilité. Oups, faut que je fasse attention avec mon laser. Donc, si on part au début, on a les performances que des ascendants. La répétabilité est faible, on monte. Lorsqu'on ajoute des performances, la répétabilité va monter. On ajoute des descendants, la répétabilité continue à monter. Mais on voit, je ne sais pas si je tasse, je ne sais pas si je vais décentrer ton objectif. Parce que là, si on prend ici, les variations possibles qu'on peut avoir en fonction des niveaux, on les a mis. Ici, c'était dans une variation pour le gain de naissance-sévrage. À une répétabilité de 5, on peut avoir encore une variation de plus ou moins 18,8 livres. Lorsqu'on monte à 25, plus ou moins 16,7, ainsi de suite. À 75, plus ou moins 7. Et à 95, plus ou moins 4,6. Donc, plus la répétabilité monte, plus la variation qu'on peut constater dans notre EPD-ABC avec l'ajout de nouvelles données va se restreindre. Et en connaissant ce concept-là, si on prenait l'exemple à 5, avec différents, plus 5, un EPD ou un ABC de plus 5, avec les niveaux de répétabilité, on voit comment ça peut jouer. Et si on voulait, ce que je vous disais, si on veut des animaux qui durent dans le troupeau, bien, il faut peut-être se donner, en connaissant ce principe-là, des principes de prudence. C'est un peu une règle du pouce que j'ai amenée. Il n'y a pas d'écrit là-dessus, mais avec un concept que la variation va être très importante sur une répétabilité basse, si on sélectionne des animaux dont la répétabilité est basse, bien, par prudence, si ma suggestion, c'est une répétabilité de 50%, mettons, on part
du ressenti de 50% est mieux. Mais si tu baisses en répétabilité pour des caractères, et là-dessus, je parle plutôt pour un caractère, mettons, direct, comme le gain naissance sevrage, bien, si tu descendais à 30%, regarde peut-être des rangs centiles, 30% est mieux. Tu peux descendre à 10, mais va dans les rangs centiles élevés à ce moment-là pour avoir des animaux qui durent, pour que si, même que ça ajoute des données, si sa performance diminue, mais tu as encore du jeu avant qu'il tombe négatif. Si tu te prends directement dans la moyenne, puis que si tu te prenais dans la moyenne à 10% de répétabilité, puis qu'il commence à baisser tout de suite, bien, 2 mois après son entrée ou son utilisation dans le troupeau, il sera peut-être déjà rendu négatif. Mais là, tu l'as acheté pour plus que 2 mois. Tu l'achètes pour des fois 2, 3 ans, peut-être davantage. J'ai également, après ça, positionné les concepts un peu de calcul intergénérationnel. Donc, la contribution des parents, les performances du veau, la première génération de descendants, deuxième génération. Et je donnais ici des ordres de grandeur de contribution de chaque niveau, chaque source, dans la répétabilité d'un caractère direct comme le gain naissance-sevrage. Donc, les parents, qui ont des répétabilités élevées, ils peuvent contribuer de 10 à 20% de la répétabilité sur une échelle là, sur 100, mettons. La performance, elle, pour un caractère direct, est de l'ordre dans notre système là, au niveau PATBQ, bio de 30%, et méthode de calcul de répétabilité, PATBQ bio, c'est la méthode canadienne. Il y a une différence de clearance qui sont sur la méthode américaine. Et après ça, les descendants, bien là, pour des caractères directs comme le gain naissance-sevrage, on les obtient avec les descendants première génération. On parle de 40 à 60% qui s'ajoutent à ce moment-là. C'est que vous voyez les niveaux. C'est important de savoir, parce que si on échappe un niveau, si on n'a pas les parents, ou si on échappe la performance, on voit ce que ça nous coûte en termes de répétabilité. Oui? Les frères et les sœurs, ça rentre au niveau des performances, au niveau des ascendants? Ça va être au niveau des ascendants. Ils vont rentrer ici, comme tu as les demi-frères, demi-sœurs, tout ça. Ils vont influencer les parents, qui vont prendre plus de répétabilité, qui vont réinfluencer le demi-frère et la demi-sœur. Il y a une influence comme ça, mais il y a aussi une influence quand ils sont groupés ensemble. Ils sont sur le même troupeau, la même ferme, ils sont dans le même groupe, ils sont comparés, et c'est les déviations. Donc, c'est tout un assemblage, on parle à ce moment-là, d'un concept de modèle multi-caractère, multi-animal. Pour ça, je disais, on tombe dans des matrices très avancées. Tu as de l'influence beaucoup, et vous voyez, c'est les descendants que tu peux avoir par un taureau, tu peux en avoir beaucoup. Tu peux compenser des fois du côté du père rapidement en l'utilisant, en ayant beaucoup de descendants. Du côté de la mère, ça va rentrer beaucoup moins vite, la contribution par les demi-frères, les demi-sœurs, mais ça contribue d'un certain pourcentage. Je ne rentrerai pas, puis je ne serai pas en mesure de te le donner par caractère, parce que l'héritabilité est à prendre en considération, la relation, les liens entre les animaux, les uns par rapport aux autres, pour en établir la contribution. Là. J'avais aussi, qu'est-ce qu'on devrait voir, ou quand on se fait interpeller, souvent les producteurs vont vous interpeller comme un indice gain post-sévrage. J'ai 104 et j'ai un EPD pour le gain post de moins 1,6 kg, si j'ai mis 100 kg. Et ils vont souvent vous dire, tu m'as dit, les EPD ou les ABC, c'est meilleur. Là-dessus, j'avais dit, parlez pas de meilleur, parlez de plus précis. Parce que dans l'esprit des gens, meilleur est souvent positif, plus élevé. Mais c'est plus précis, l'EPD, l'ABC, que les indices. Mais pourquoi que j'en ai un qui est positif et pourquoi que l'autre, maintenant, il est négatif? Je vous avais dit, les considérants, souvent, on pense de regarder les EPD moyens des deux parents, qui dans ce cas-là, ils partaient à moins 3,5 kg. Donc, on voit que le sujet, pour ce caractère-là, on voyait que le sujet en a déjà annulé une partie, mais pas la totalité. À moins l'autre élément, je vous avais parlé des corrélations positives entre les caractères, et l'indice gain sévrage était négatif. Donc,
avec une corrélation positive, lui annule un peu une partie négative du gain sévrage et le gain sévrage annule une partie du gain du poste dans le calcul parce que là, à cause du phénomène multicaractère, entre autres. Mais ce que souvent on ne voit pas, et je le résume ici, on ne pense pas, c'est ces trois éléments-là, c'est dans les concepts pour avoir au niveau des EPD, tu as le calcul intergénérationnel, tu as l'effet multicaractère, mais tu as la population de référence et tu as les intertroupeaux. Les indices, c'est à l'intérieur du groupe. Les EPD ABC, c'est dans la population, soit la race ou si c'est les ABC, toutes races confondues, incluant les croisés. J'avais, par la suite, c'est là que j'avais appelé, le téléphone avait sonné pour Jocelyn. Tu fais quoi avec ta question de ton éleveur qui veut acheter de la semence européenne, africaine? Il va-t-il avoir une répétabilité? Ces EPD du père, et si oui, quand, comment, tout ça? Donc, vous savez que les parents, à ce moment-là, quand tu importes de la semence européenne, mettons, dans le système nord-américain ou dans le système PATBQ, il n'y a pas d'échange de banque de données entre l'Europe et l'Amérique, mettons. Donc, c'est un sujet qui part comme de zéro ou inconnu, de performance, évaluation génétique inconnue, mettons, chez nous. Les performances du sujet faites en Europe, mettons, ne contribuent pas non plus. Donc, on va obtenir des EPD de la répétabilité sur ces EPD-là via les descendants qui vont naître et qui vont être contrôlés dans le système chez nous. Donc, ces pourcentages-là, c'est fonction de l'héritabilité du caractère qu'on regarde et du nombre de descendants. J'avais résumé ici j'avais tiré ça d'une référence là, génétique de Francis Mainviel pour les gens de plus de mon époque. C'était un professeur à l'Université de Laval qui donnait cours de génétique des populations, qui écrit un livre en français avec des caractères d'héritabilité de 0.1, mettons. Si tu n'as pas les contributions des ancêtres et des performances, avec 5 progénitures, tu peux remplacer le niveau de performance du sujet lui-même. Avec les frères, on parle de frères ou sœurs, on parle de 5 demi-frères, demi-sœurs, mettons 26. À 0.3, le nombre passe à 6, frères 9, et on ne peut plus, juste avec la source des demi-frères, demi-sœurs, mettons, remplacer, compenser pour la performance qui ne contribue pas au calcul. À 0.6, pour un caractère 0.6, qui sont souvent des caractères de carcasse, mettons, qui sont assez élevés, on prendrait 9 progénitures et on ne peut plus par les demi-frères, demi-sœurs, frères, sœurs, obtenir, compenser pour l'absence de la performance elle-même dans l'évaluation génétique. Je vous l'avais amené sous forme d'exemple de semences, mais c'est aussi vrai pour des animaux de saillie naturelle, qu'on n'a pas, les parents n'ont pas été contrôlés dans le système ou qu'on a échappé la performance, qu'on commence. C'est aussi vrai là, pour des animaux en saillie naturelle, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans le cas d'un mâle, on peut se récupérer, mais il y a un délai, parce qu'il faut attendre les naissances de la progéniture. Et dans le cas des femelles, si on a échappé à la performance, bien, vous voyez, là, pour un caractère de 0.3, qui est grosso modo les niveaux pour le gain, naissance, sevrage et le poste, bien, c'est 6 veaux, 6 récoltes de veaux. Donc, on travaille quasiment toute la vie, on suit la vache toute sa vie pour avoir échappé, je dirais, la contribution de sa performance du temps qu'elle est à veau. Donc, c'est plus dramatique du côté des femelles si on l'échappait, mettons. Et j'avais ici essayé de faire visualiser, si vous pensez 3 dimensions en EPD ABC, il faut penser tridimensionnel. Là. Si j'avais cette façon de figurer, mettons, chaque ligne est comme une donnée, facilité de velage, le poids de la naissance, le père, la mère, date de naissance, tout ça. Et chaque cercle est comme, mettons, le PD ou ABC du poids de naissance, facilité de velage, de gain. Et à ce moment-là, chaque toile ici représente un sujet. Donc, on peut mettre plusieurs sujets. Les sujets vont être liés entre eux par le groupe contemporain, par le père, des fois, par la race, par l'évaluation. Et ce que je vous disais, c'est essayer d'imaginer, de tirer sur une ligne qui, mettons, la date de naissance, qu'on veut la changer d'un mois,
Essayez d'imaginer si tout est lié comme ça, tissé comme ça. Êtes-vous capable de bouger ça sans rien affecter sur le sujet et sans rien affecter sur les autres? Pas vraiment, c'est lié. Sauf qu'il ne faut pas non plus exagérer. C'est fonction des liens entre les sujets. C'est sûr qu'il y a des sujets qui ne seront pas liés si on en corrige un. Donc, d'où j'insistais sur l'importance d'un contrôle de qualité, mais aussi d'où l'importance d'avoir des évaluations fréquentes pour que si on modifie ou on corrige une donnée, tout de suite, elle se reflète dans l'évaluation EPD-ABC qui sort le mois d'ensuite. Et après ça, j'avais essayé de vous faire figurer l'augmentation du niveau de répétabilité selon les sources. Donc, les ascendants vont être un niveau bas. Ça va rester là avec vous. Jusqu'avant, les performances suggèrent et suggéraient à vos producteurs de vous les envoyer par phase, c'est-à-dire naissance dès qu'on les a. Il y a déjà des premiers EPD-ABC qui vont être calculés. Un premier petit palier dans l'augmentation de la répétitivité de caractère. Le sévrage, vous l'envoyez, le post-sévrage. Donc, on a des paliers pour les performances. Après ça, on va atteindre un certain plateau. Ça va jouer, ça joue à chaque évaluation des EPD-ABC, mais ça va rester dans des ordres de grandeur similaires avant d'atteindre, prendre un autre palier, parce que les premiers descendants vont apparaître, et un autre palier pour les descendants des descendants, principalement lorsqu'on arrive pour des caractères plus maternels, aptitude laitière, facilité de vérage maternelle. Et je vous avais laissé un peu sur cette image-là en disant les indices, c'est déjà pas mal une balle qui a déjà été pas mal lancée au niveau de la génétique qui est passée. Les prochaines balles qui s'en viennent, que vous allez avoir surtout à utiliser, à frapper, celles des EPD, des ABC, et votre champ de pratique, c'est toute la distribution normale, c'est toute la génétique des populations. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite. Question? Les écarts types par rapport à un caractère donné, c'est-tu publié à un moment donné, ou pas vraiment? C'est-tu disponible, ça, ou pas vraiment? C'est ce qu'on a, c'est pas les écarts types qu'on va avoir, je te dirais, c'est les rangs centiles qu'on va avoir pour chaque caractère. Et je l'avais fourni dans la pochette, là, les variations possibles qu'on peut avoir par caractère. Donc, ça te donne les ordres de grandeur. Tu sais que pour aller chercher plus ou moins un écart type, tu dois être, tu as 68% de la population. Donc, tu prends 50 pour avoir et très balancé. Là. Donc, tu regardes les niveaux. Puis ça va te donner à peu près où se situent les écarts types. Ça va être par caractère, par population. On les a par race. Et dans ce que je vous ai fourni dans la pochette, c'était, si je me souviens bien, c'était pour les ABC, pour l'ensemble. Donc, ça te donne un bon ordre de grandeur de ces écarts types-là. C'est une base de PD d'ABC. Pour des fois, des indices, mettons, nous, on avait fait à un moment donné certaines analyses en sachant, mettons, qu'on veut identifier les cas, mettons, à vérifier. On faisait des analyses, puis on disait, bien, on sait que les extrêmes, si on prend moins de 1%, 1% de la population des extrêmes, on va être d'un cas à regarder, des fois, ou à valider, jeter un deuxième regard sur la donnée comme telle. Donc, aujourd'hui, je vais revenir avec mes questions de contexte. Est-ce qu'on peut dire que lors de la formation des groupes contemporains, les saisons en production bovine sont les mêmes que celles du calendrier, à plus ou moins 5 jours? Ce sont ceux qui croient que c'est à peu près ça, que ça serait vrai. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y en a qui ne sont pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? René n'est pas d'accord. En tout cas, il y en a beaucoup qui s'abstiennent. C'est sage. En cas de doute, on s'abstient. En génétique, plus mon intervalle de génération est petit, plus je peux faire du progrès. J'ai donc intérêt à faire une période de post-sévrage la plus courte possible pour avoir des résultats rapidement. Êtes-vous d'accord avec ça? Quels sont ceux qui seront d'accord avec ça? Ceux qui ne sont pas d'accord?
Ah, là, ça va bien. En tout cas, vous avez dû assister à déjà des présentations quelque part. Vous avez retenu certains messages. En pré-sévrage, j'ai toujours intérêt à faire des groupes intersexes en combinant mâle, femelle et bouvion. Quels sont ceux qui seraient d'accord avec ça? Ceux qui ne sont pas d'accord? Ceux qui s'abstiennent? Ah, la majorité n'est pas d'accord. On verra plus tard. Et je recommanderais à coup sûr à tout client de race pure de mettre à la tête de son troupeau un taureau de bonne génétique, mais de son propre élevage. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Ça dépend. Ça dépend. Ah non? Ça dépend du producteur. Mais taureau est de bonne génétique. 25 000. Ah, il y en a qui sont même prêts à payer pour en avoir. Quels sont ceux qui seraient d'accord? Pas vraiment. Ceux qui ne seraient pas d'accord? Puis ceux qui s'abstiennent? Ah, il y en a qui sont prudents. C'est peut-être une bonne approche. Donc, je n'y réponds pas tout de suite, comme la dernière fois. On va aborder ces éléments-là plus tard dans la journée. Ça pourrait aller à cet après-midi seulement. Donc, dans les données utilisées dans le calcul des EPD ABC, ça ne sera pas long ici, mais c'est quelques subtilités, dans le sens que à la naissance, on suggère le poids réel de naissance pris à l'aide d'une balance, et les facilités de vêlage direct et maternel sont calculées à partir des cotes de facilité de vêlage qui sont fournis lors de la mise bas, et c'est les codes ALFC qui contribuent au calcul. Aucune assistance légère, forte, intervention chirurgicale. Une donnée à blanc absente n'est pas utilisée. On ne figure pas que c'est une naissance sans aide si elle est à blanc n'est pas utilisée. Les vêlages provoqués, il n'y en a pas beaucoup, où les mauvaises présentations sont exclues. Mauvaise présentation origine souvent d'un imprévu, d'un accident. Mais ce que j'amène ici comme élément, un peu important sur la génétique, c'est qu'on met ces données-là, pour naissance, facilité de vêlage, lorsqu'il a été pris dans le troupeau qu'on suit. Si on achète un animal, on ne prend pas le poids naissance et la facilité de vêlage du troupeau d'origine pour mettre sur notre animal dans la page sujet quand on l'inscrit et qu'on commence son suivi chez nous au sévrage. Parce que sinon, on va mixer des données d'une autre exploitation, d'un autre troupeau, dans son propre troupeau. Souvent, des fois, on l'oublie, on dit « je l'ai » ou « je l'ai trouvé sur le site de race, je vais le mettre ». Ça va favoriser une info de plus sur l'animal. Si ça n'a pas été fait dans le troupeau, on ne le met pas. Le gain naissance sévrage et le lait, c'est calculé à partir du poids sévrage tous les deux, et c'est le modèle qui fait la part des choses, pris à l'aide d'une balance, bien sûr, et un poids individuel. Donc, ce n'est plus des poids estimés moyens, des poids individuels, et ils doivent être pris. Le contrôle du poids doit être fait entre 99 jours d'âge et 335 jours d'âge, et j'ai bien en référence pour le calcul des EPD, des ABC. Vous voyez ici, j'ai déjà 5 caractères EPD pour 3 données. Des coûts relativement payants. La facilité de vêlage, ça m'en donne 2, et le poids sévrage, ça m'en donne 2. Pour le poste, ben, ça se prend, je dois obligatoirement à ce moment-là avoir le poids de sévrage de fourni au système, qui a contribué au calcul, et je dois ajouter après ça le poids autour d'un an, pris à l'aide d'une balance et de façon individuelle aussi. Donc, le post-sévrage, il contribue, mais j'ai une obligation de plus pour qu'il contribue. Et pour lequel il contribue, ben, les braquettes d'âge, c'est pour les évaluations EPD-ABC entre 250 et 499 jours d'âge. Les autres caractères, c'est plus des caractères facultatifs que les éleveurs de race pure vont prendre. À ce moment-là, les mesures à l'ultrason vont permettre de calculer le gras, la surface d'œil de l'ange et le persillage. Et j'ai mis ici par le CDPQ, juste pour réveiller, s'il y a des gens qui ont des petits gadgets, petites bidules, là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais qui permettent de mesurer le gras. Le gras avec la peau, ce n'est pas standard. S'il y a des éleveurs qui le prennent, vous pouvez l'inscrire dans la banque du PDPQ, mais inscrivez-le dans le champ remarque et non pas dans le champ contrôle, parce que si vous le mettez dans contrôle,
ça va contribuer au calcul de PDA et d'ABC, et ce n'est pas une mesure qui va être standardisée avec les autres pour lesquels les gens ont suivi des cours et ont été accrédités dans la façon de faire et dans les équipements. Donc, c'est seulement ceux-là qu'on devrait retrouver au système PETBQ. La circonférence scrotale, c'est vrai, je sortirai ça tout à l'heure, c'est la mesure réelle qui contribue. Et elle est prise avec, doit être prise aujourd'hui, maintenant, avec le standard, c'est le ruban reliable. J'en ai un qu'on va faire circuler tout à l'heure pour que vous voyez. C'est un petit appareil très simple, mais c'est que les vétérinaires devraient, en principe, utiliser. Et les âges pour le calcul au niveau des EPD-ABC, c'est 290 jours. Je les mets en rouge parce qu'elle est un peu plus basse que l'âge minimum qu'on utilise dans le calcul de la valeur corrigée de circonférence scrotale à 1 an. Puis ça va jusqu'à 456 qui est la même. La hauteur aux hanches réelle prise à l'aide du garomètre. Vous l'avez vu, certains l'ont pratiqué chez Ferme Loubert au mois de mars. Pour qu'elle contribue dans le calcul de stature, il faut qu'elle soit prise entre 150 jours et 640 jours d'âge. C'est l'âge, mais il faut que ça soit pris sur le veau. Si on la prend sur la vache, il va avoir la hauteur aux hanches, mais on n'aura pas de calcul de stature. En tout cas, on n'avait pas d'équation qui permettait de le calculer pour des sujets adultes. Donc, ici, j'aborderai les figures. Les figures complètes sont dans la pochette, mais je m'en tiendrai à des éléments clés. Quand que je vous dis, les concepts sont à peu près tous résumés par les figures, mais il y a des éléments très stratégiques là-dedans qu'il faut retenir et qu'il faut connaître, qui sont à la base du PETBQ et des évaluations génétiques par la suite. Donc, la première, si on la présente ou si on résume les éléments clés à retenir, dans la vie d'un animal, pour avoir un calcul de gain, bien corrigé, d'indices, et aussi pour la formation des groupes, il y a des standards génétiques qui sont à respecter. Donc, l'animal va naître, il va croître, on va le sévrer à un moment donné, il va s'en aller vers 1 an, il va continuer, on va le contrôler peut-être plus tard, 2 ans, adulte, etc. Un des éléments clés, un élément charnière, c'est le sévrage. Parce que le sévrage, jusqu'au sévrage, le veau est allaité par sa mère ou en tout cas une mère nourricière ou autre, mais il y a une influence de l'environnement qui est différente de la partie du post-sévrage. C'est l'élément charnière aussi parce que généralement, aux entreprises vont garder les vaches avec les veaux et les veaux, mâles, femelles, bouvillons, tous les sexes des veaux ne sont pas séparés à ce moment-ci. À partir du sévrage, les concepts de calcul changent, mais aussi il y a une séparation souvent entre, presque tout le temps, mâles, bouvillons et femelles d'élevage pour la partie du post-sévrage, donc d'autres concepts de calcul. Donc, je l'ai mis en rouge. Et si on regarde aussi les phases, il y a des phases que vous avez dû voir dans les groupes, phase 0, 1, 2, 3, 4. Les phases pourraient être indexées en pré-sévrage jusqu'au sévrage. C'est les phases 1 et 2 qui vont minimum 65 jours à 335 jours. Et la phase post-sévrage indexable, c'est la phase 3, qui commence à 250 jusqu'à 499 jours. Et ça, c'est des peut être indexables là-dedans. Mais vous voyez qu'entre 250 et 335, il y a une zone de chevauchement. Donc, d'où l'importance dans cette zone de chevauchement-là, c'est vos codes de mère allaitante que vous mettez au système qui va départager que l'animal est en phase 2 ou 3, mais aussi les codes doivent être cohérents. En même temps, pour passer en phase 3 avec un code C, il faudrait avoir trouvé quelque part un sévrage. Si on met, pour avoir la possibilité, une contribution au calcul génétique. Si on a un pré-sévrage, code de mère allaitante naturel, et qu'on passe après ça croissance, s'il n'y a pas de sévrage,
il vous manque l'élément charnière pour changer les concepts de calculer, vous allez perdre votre résultat, vos contributions du post-sévrage à ce moment-là. Donc, le sévrage, important, zone de chevauchement pour démêler les phases, ce sont vos codes de mère allaitante. Codes de mère allaitante que vous pouvez en mettre dès la naissance, mais à chaque contrôle, vous devez les mettre. En post-sévrage, c'est plus compliqué, ils sont toujours CC, en croissance. Donc, quand on arrive après ça pour les calculs, la formation des groupes et des calculs pour le pré-sévrage, donc ici j'ai mis naissance, naissance qui est jour 0, contrôle que je figure ici à 150 jours avec un sévrage 280. Et si ça peut être un contrôle 150, ça pourrait être un contrôle de mise à l'herbe pour une entreprise qui a des valages d'hiver, novembre, décembre, janvier, mettons, des valages à ce moment-là de l'année. Il pourrait avoir un contrôle de mise à l'herbe avant d'avoir, après ça, plus tard, un contrôle de sévrage. Si vous le faites pour une raison technique, ça vous permettrait de connaître vos gains de poids, partie, mettons, étable, et gain de poids, partie, pâturage. Ça permet de faire des comparaisons, savoir s'il y a des problèmes de régie dans l'une ou l'autre de ces parties. Sûr que si vous avez des valages d'été ou d'automne, ben le 150 jours va tomber ailleurs dans le parcours des animaux. Mais l'idée que je vais vous montrer, ici, dans ma figure plus simplifiée, j'ai mis 2 contrôles pour se rendre au sévrage, dont le sévrage, qui est mon contrôle élément charnière, je l'ai mis à 280 jours. Vous voyez qu'au contrôle 1, j'ai donc un gain réel corrigé pour un calcul d'indice gain, je suis en phase 2, de 200, celui d'indice gain de la phase 200 jours, qui part du contrôle jusqu'à naissance. Quand j'arrive à l'autre contrôle 280, j'ai un gain réel, mais entre 150 et 280, pour données techniques, j'ai mes 2 gains réels. Mais le gain corrigé, lui, naissance-sévrage, il repart du contrôle vers la naissance. Et j'ai encore un indice gain 200 jours. L'élément, un autre élément clé ou stratégique, sur les rapports du PATVQ, dont on a la gestion, on privilégie le contrôle le plus long, le plus loin ou le plus récent dans le temps pour avoir la plus longue période possible si, dans les paramètres d'exécution du rapport, on allait jusque-là. Donc, sur nos rapports, période la plus longue. Mais, pour l'envoi des données aux partenaires, le calcul des EPD-ABC, c'est le premier contrôle qui rencontre les standards, qu'on rencontre en phase 1 ou 2, pré-sévrage, qui rencontre tous les standards génétiques, qui est transmis. Donc, un autre élément, si vous comparez les EPD, gain naissance-sévrage, mettons avec l'indice gain 200 jours, vous avez sur le rapport, un autre élément qui pourrait amener des résultats qui ne vont pas nécessairement dans le même sens. Parce que c'est le premier qui rencontre les standards génétiques de calcul de PDA-ABC qu'on va transmettre aux partenaires. Ce choix-là avait été fait au départ, à l'époque qu'on a développé la première génération du PATVQ, parce que l'âge de soumission des données minimales était plus élevé. Donc, on disait, on commençait autour de 120, si je ne me trompe pas. Et il a été rabaissé par après, parce qu'on se disait souvent, des fois, s'il y a un contrôle, il peut y avoir des sujets qui sont vendus, qui sont morts, qu'on ne contrôle pas. On avait misé là-dessus en misant sur le fait qu'on aurait peut-être un plus grand nombre d'animaux qui contribueraient, mais aussi sur le fait qu'on aurait un résultat plus rapide. Un premier résultat ici. Donc ici, si on faisait ça en jeune âge, ce serait en même temps une indication d'avoir un EPD ou ABC qui nous donnerait tout de suite peut-être un meilleur estimé de l'aptitude laitière du sujet et de sa mère, mettons, que d'attendre plus tard. Donc, c'est le concept, on part du contrôle et on remonte toujours à la naissance pour le calcul de gain corrigé, qui est calcul là, avant, une étape avant d'arriver au calcul de l'indice. Oui. Mais là, sur nos rapports, il y en a-tu un qui est plus important que l'autre, les gains? Le gain corrigé, c'est sur une plus longue période. Contrôle privilégié sur les rapports, ça veut dire qu'il faut regarder plus celui-là? Ou... Rapport, on va couvrir ça après-midi. On va essayer de partager ça. Ce que je veux vous dire qu'il faut retenir, si tu avais dans un client
Si tu avais un contrôle, mettons, à 150 jours, pris, mettons, fin mai, avant la mise à l'herbe, et tu en avais un autre pris au mois de septembre, et tu demandais ton rapport au mois d'octobre, et tu donnais la date de fin de contrôle octobre, c'est celui-là qui figurait en priorité sur ton rapport des veaux. OK. Si pour un veau, il n'y a rien, mais qu'il y en avait un ici, lui s'afficherait. Mais tu verrais, ta date et ta durée seraient indiquées. OK. L'idée, c'est la croissance qui a été faite, a été faite. Ici, tu ne peux pas prétendre qu'entre 150 et 280, le niveau de croissance va se maintenir jusqu'à 280. D'où réaliser, afficher. OK. Plus longue période, plus de crédibilité, plus de précision qu'une courte période. Tu n'as pas de données à pas 150 jours, si tu as une sécheresse, tu as un essorage à 120 jours, tu perds tes chiffres. Non, ça va arriver dans départager les phases puis les âges, tout ça. C'est des exemples là, pour vous dire le concept de calcul. Mais ça peut commencer, phase 1 commence à 65 jours. 65, 135, tu as beaucoup de jeux là. En post-sévrage, j'ai remis sévrage 280, je vous disais c'est l'élément charnière, ça change le concept. Donc on a à ce moment-là le gain réel, parce que là le veau est détaché de sa mère, l'indice gain du poste, et ici j'ai figuré deux contrôles de poste, un à 400 jours, l'autre à 460. Donc, on a un gain ici sur 120 jours, l'autre à 460, on a le gain réel sur 60 jours, avec un indice gain poste de période 2. Ce qui va être envoyé au partenaire ontarien pour le calcul des EPD-ABC, si le sévrage est envoyé, c'est le premier contrôle en post-sévrage qui rencontre tous les standards. D'où l'importance d'avoir un post-sévrage le plus long possible, pour avoir le plus de précision possible. Si vous faites un deuxième post-sévrage, lui peut être plus court, ça va être que des indices que vous allez obtenir au PATBQ. Et pour garder la logique concept avec le sévrage, on a, dans le développement du PATBQ, fait un indice gain post-sévrage pondéré, qui est un calcul sur l'ensemble du post-sévrage pour lequel il y a eu des contrôles et des indexations. Donc, dans le calcul de l'indice gain pondéré, on prendrait l'indice de la période 1 fois 120 jours, plus celui de la période 2 fois 60, divisé par la période totale. Ça nous donnerait son indice pondéré en poste. Et cet indice pondéré-là, il est seulement disponible au niveau du rapport des veaux. Il est calculé pour le rapport des veaux. Il n'est pas stocké dans la banque du PATBQ. Vous ne l'avez pas à l'écran. Vous l'avez sur le rapport PDF. Et c'est l'indice que la financière va utiliser aussi pour la stabilisation d'une tranche de poids additionnel pour les femelles vendues pour la reproduction avec un indice de 92 et mieux. Donc, c'est l'indice pondéré. Mais je vous remarquer que l'indice pondéré, il commence à être affiché sur le rapport lorsque la période est de 90 jours et plus. Donc, dans ce cas-là, avec 120 jours en première période, on aurait eu indice période, indice pondéré qui aurait été le même. Quand il y en a plus qu'une période, c'est là que le calcul se fait, que ton indice pondéré va être sur l'ensemble de la période, donc une plus grande plage, en principe une meilleure précision également. Sauf qu'attention, la deuxième période, ce n'est pas nécessairement tous les mêmes animaux qui ont été contrôlés aussi. Dans le schéma ici, la figure 4, j'ai fait fractionner 4 cas pour vraiment départager. On sait qu'au PATBQ, on peut faire plusieurs contrôles de croissance. À tous les 50 jours, on pourrait en faire. Mais dans les contrôles classiques plus nord-américains, qui calculent les EPD-ABC, c'est souvent 2 contrôles, sévrage 1 an. Rentrer un contrôle dans 2 dans 2, ça va bien. Ça se complique quand on en a 3, on en a 4, on en a 5, on a des choix à faire. Ce que je vous explique, c'est donc les choix qui sont faits quand on a 2 contrôles, mettons, pré-sévrage, ou encore un sévrage et 2 contrôles post-sévrage,
quels sont les choix qu'on fait, c'est quoi qu'on transmet. C'est important parce que si ce n'est pas transmis, il n'y aura pas de retour de PD d'ABC. Donc, c'est important de transmettre. Puis pour transmettre, il faut être d'un bonne date, d'un bon standard. Donc, vous me voyez remonter dans les dates et les âges de contrôle à ce moment-ci. Donc, le cas le plus simple, c'est encore là la naissance. Oh. La naissance, le sévrage en rouge et un premier poste. J'ai mis ici le standard. Ça, c'est le standard génétique. C'est l'âge minimum en pré-sévrage-sévrage pour que la donnée soit transmise à Bio pour un calcul de PD ABC. Donc, c'est 99 jours d'âge, le minimum. C'est un standard. Si, dans ce cas-ci, le premier contrôle est celui de sévrage, d'une bonne braquette d'âge, mettons 280 jours, dans un cas, tout ça, le sévrage va être transmis. Si par la suite, j'ai un post-sévrage de 120 jours, comme je vous montrais, en nombre suffisant, groupe et tout ça, une période qui excède 60 jours entre le sévrage et le post-sévrage, transmis, 2 dans 2, transmis, situation idéale. Merci, bonsoir, les données partent, on va avoir des retours. Les contrôles vont contribuer au calcul, donc ça va faire partie des niveaux de répétabilité qu'on va obtenir en retour. Ici, par contre, dans le cas 2, j'ai juste un sévrage, mais j'ai 2 postes. Puis le poste, si je suis pressé, je le fais vite. Je le fais à 55 jours, le PRTBQ le permet. Bien, le sévrage va être transmis, parce qu'il est au-delà du standard. Le sévrage est transmis. Et le poste, il n'y a pas 160 jours, n'est pas transmis. Le deuxième poste, si je le laisse comme ça, il ne sera pas transmis non plus. Même si j'ai 50 ici, j'ai 60, j'ai 115, et le premier pas parti, deuxième part pas. Si vous voulez qu'un poste parte, écrasez votre poste 1 par le poste 2 pour avoir 115 jours, là, il partirait, votre temps varié comme ça. Votre temps varié comme le cas 1. Mais ça veut dire que vous avez fait un contrôle, il vous a peut-être servi, gardez votre résultat quelque part, parce que là, si vous le supprimez pour en faire un autre ou que vous l'écrasiez en travaillant directement dessus, vous allez passer, mettons, une période de 115. Là, vous allez avoir une période plus longue qui va permettre de contribuer au calcul génétique. Est-ce que c'est souhaitable? Je dirais, on pourra en parler avec des clients. Si l'objectif est d'avoir une contribution de précision sur ces EPD-ABC, c'est sûr qu'on a un gain génétique. C'est un travail supplémentaire, par exemple, une manipulation d'un travail supplémentaire si on l'avait fait là. C'est peut-être juste un mauvais calcul, un mauvais choix de date. Mais soyez conscients des dates à ce moment-là, savoir si ça va-tu contribuer ou pas au calcul génétique. Je sais que c'est-tu, ça passe-tu? Oui. Répète donc le premier poste dans le deuxième exemple, le cas 2. Un poste, Un poste que je fais à 58 jours, mettons, après le sévrage. Il ne sera pas transmis à Bio. Il y a 13 jours de deuxième. Parce que tu n'as pas un 60 jours qui sépare les deux contrôles, le sévrage et le pas-sévrage. C'est un standard génétique, ça. Ça vaut ce que ça vaut, là. C'est pas faire un poste, mettons, à 58 jours, c'est beaucoup plus pour une raison d'ordre technique que génétique. Oui, mais à un moment donné, c'est parce qu'on a des performances de veaux. À un moment donné, il y a des veaux qui partent déjà. Ouais. On perd. Les veaux, nos top veaux, ils sont décollés. Ils sont partis de nos élevages. On perd des données. On perd des données. Tu as le sévrage. Oui. Mais là, tu parles de sévrage. Il y a beaucoup de veaux qui sont plus. Quand tu parles ça, moi, je fric là. Non, mais ça peut être. Le sévrage peut être à 150 jours, peut être à 120, il va rentrer. Là. C'est un exemple que j'ai donné. On va voir tous les âges minimum, maximum tout à l'heure. Moi, ce que je vous dis, si tu as une courte période de post-sévrage, que tu l'aies faite à 120, plus 55 jours, il ne partira pas. Que tu l'aies faite à 150, 180 ou 280, il y a ça. Ta barre de sévrage est importante et après ça, tu as une période de poste. Oui, René? Il faut préciser, Roger, que dans le cas 2, on rencontre pas ça fréquemment. Là. Après, les seuls cas où on rencontre ça, c'est quand on veut qualifier les taureaux.
Et puis, quand on fait des femelles qu'on veut qualifier pour la reproduction, Ouais. ça fait que dans le commun journalier du PATBQ, pour les troupeaux commerciaux, c'est toujours le Corin qui... C'est-à-dire, souvent les commerciaux, il y en a beaucoup, ça s'arrête au sévrage, qui reste à peu près juste les femelles de remplacement pour le poste. Mais Ça. quand il y a de la... Ce que je veux dire, là, les 2,80, là, c'est pas une référence absolue, c'est une logique. Ce que j'amène, c'est la logique. Déplacez-la dans le cycle avec vos clients, plus ou moins, mais la logique va être la même. Entre le sévrage et tu le baisses, c'est ton 60 jours est important pour le poste. Ajuste tout ça. Pense à la logique dans le temps. Dans le fond, si on n'a pas une première pesée post-sevrage en haut de 60 jours, on est mieux de ne pas l'écrire puis d'attendre d'en faire une deuxième plus tard. Ou si on a les deux, on peut l'écraser, tu supprimes le premier finalement. Tu peux le supprimer, puis tu vas saisir un nouveau, ou tu vas le chercher, puis tu travailles directement dessus en changeant la date et le poids. Ah, OK. Parce que si tu supprimes, il faut que tu passes un par un pour supprimer. Mhm. Tu refais en contrôle multiple un nouveau contrôle. Sinon, tu mets, mettons, si tu as 58 jours, tu remets 2 jours de plus. Bien, mettons que tu as 60 jours plus tard, mettons que tu avais un contrôle, tu vas aller, mettons, en décembre. Supposons que tu avais le 1er décembre, tu en fais un autre, exemple, pour 60 jours plus tard. Mettons qu'on va mettre le 1er février. Tu changes ta date. 1er décembre au 1er février, puis tu changes ton poids. Ton code de mère allaitante et ton lot risquent d'être le même. Tu fais une sauvegarde à ce moment-là. Tu travailles direct dessus. Ça va le remplacer. OK. Parce qu'il va falloir ou tu les supprimes tous, puis tu refais un autre. Ça dépend des choix, ça dépend de l'efficacité que tu veux. Mais il va falloir que tu enlèves tout ce qui est groupe contemporain qui fait suite au premier contrôle aussi, pour aller vers le deuxième. Donc, d'où l'important de savoir ces concepts-là au départ, faire une planification de régie d'élevage avec l'éleveur en fonction de l'objectif à atteindre. Puis voir si on veut que ça contribue au calcul. Puis là, il y a les philosophies d'un race pure versus un commercial ne sont peut-être pas les mêmes ou les besoins ne sont peut-être pas les mêmes. J'ai bien aimé la question à Paul. Moi, personnellement, en conseillant l'entreprise qui veut avoir le maximum de données génétiques, je favoriserais peut-être un sevrage un peu plus tôt, puis de sorte que si le gars veut vendre ses veaux, qu'il y ait le 60 jours supplémentaires. À ce moment-là, tu vas récupérer à la fois tes données pré-sevrage et ton poste. J'enchaîne avec les K3, K4. À ce moment-ci, j'avais mis 2 post-sevrage avec les conséquences. Ici, je mets 2 contrôles pré-sevrage-sevrage. Donc, l'importance de notre standard génétique 99 jours pour savoir avant ou après, pour savoir si la donnée pré-sevrage, elle va partir pour le calcul ou non, et les conséquences. Excuse-moi, Roger, je pense que René, il y a peut-être quelque chose qu'il ne comprend pas ou... Y a-t-il quelque chose d'autre qui est, tu sais? Ouais, bon. Il y avait peut-être un cours privé. Ben là, je sais pas, peut-être qu'il y en a pas. Non, mais c'est juste pour préciser, il y avait une question justement, c'est préciser en fin de compte que dans le cas des gens qui font du post-sevrage, parce qu'avec les différents projets bœufs qu'il y a eu au Québec, ça nous a permis il y a beaucoup plus de producteurs qui font du post-sevrage. Et le fait d'avoir qui font de la semi-finition, c'est-à-dire, et le fait d'avoir de la semi-finition, bien, ça nous permet de recueillir des indices post-sevrage, puis d'aller chercher des EPD post-sevrage. Parce que bien souvent, moi souvent j'ai remarqué des épreuves de taureau, en fin de compte, où les indices post-sevrage ne bougeaient jamais dans la vie du taureau, ou très peu, puis qu'il y avait des fois d'excellents EPD naissance-sevrage, mais quand on se met à fouiller un peu, on se rendra compte que pour l'indice, les EPD post-sevrage, il ne rentrera pas de données. Fait que ça ne bouge pas, puis même des fois, ils sont défavorisés, alors que si les données étaient recueillies adéquatement et calculées, c'est justement là ben, souvent que ça va aboutir, en fin de compte, qu'il faut avoir une philosophie de pensée à ce sujet-là, parce que
tout ce que c'est qu'on recueille, à un moment donné, ça va contribuer, entre autres, aux épreuves ou aux EPD des taureaux, puis ça va nous servir dans le futur. Des taureaux, et je dirais de toute la famille, et vous avez vu dans les données qui contribuent au calcul génétique, vous voyez que rendu au sévrage, on a déjà 5 EPD possibles, et vous voyez que pour le post-sévrage, je vous avais dit, il y a une contrainte supplémentaire, c'est d'avoir le sévrage, il y a une contrainte d'âge, il y a les contraintes de régie, et quand on parle après ça, toute la mise en marché, les transactions d'animaux, souvent c'est toutes des interventions de régie, de mise en marché qui viennent en conflit avec la génétique. Donc, moi, aujourd'hui, je vous donne les contraintes, les standards génétiques, dont il y a une adaptation de façon de faire de régie pour essayer d'avoir le maximum de retombées. Parce que le gros du travail, c'est de le contrôler, c'est de l'inscrire au sujet, c'est de le contrôler et tout ça. Et quand on a déjà rentré les parents, les naissances, le sévrage, on arrive au poste, si on l'échappe pour une question de quelques jours, bien, on a une perte de, génétique après avoir mis beaucoup d'efforts de collecte de données. Donc, c'est d'amener tous les considérants. Et là-dessus, j'amènerai les cas 3 et 4 avant d'arrêter pour une petite pause, où là, j'ai mis en pré-sévrage, sévrage, 2 contrôles. Le premier, le standard génétique pour que la transmission soit donnée, transmise à Bio, c'est 99 jours. Dans ce cas-là, le contrôle pré-sévrage que je fais est avant 99 jours, mettons qu'il aurait été fait à 92 jours. Il ne partira pas. Et le sévrage qui serait dans les bonnes âges, là, mettons 280 jours, lui serait transmis. À ce moment-là, le poste serait transmis. On revient comme le cas 1, 2 contrôles dans des âges standards classiques qui sont transmis. Mais il faut qu'il soit en bas du 99 jours, le premier, pour ne pas venir interférer. Ça, c'est pour un troupeau, tu fais un lot de veau. Dans ton lot de veau, il y en a un qui a cet âge-là. Avant les au pâturage, tu fais les données pour sauver. Là, je ne voulais pas trop tout rentrer là-dedans, mais supposons que tu avais un groupe, on va le couvrir, tu avais un groupe, mettons, de 5 veaux qui en auraient 4 au-dessus de 99, puis 1 en bas. Il faut qu'il y en ait 5 de transmis pour que la donnée soit transmise. Si tu en as 5 et plus qui sont au-dessus de la barre, qui sont transmis, on va enlever ici. Mais si tu n'en as pas 5 qui est au-dessus de la barre, tu en as moins de 5, la donnée n'est pas transmise pour ces veaux-là. C'est celle du sévrage qui va être transmise. Et dans le cas qui est le complément, si on veut, de la question, en même temps de l'approche, si tes veaux avaient été contrôlés juste au-dessus du standard, l'âge minimum pour la transmission, dans ce cas-là, mettons à 105 jours, si le contrôle pré-sévrage de 105 jours et plus est transmis parce qu'il rencontre les standards, lui va être envoyé, mais le sévrage ne le sera pas. Si le sévrage n'est pas transmis, bien, il n'y a plus aucun poste qui va être transmis. Tu es dans le trouble où notre logique de prendre le sévrage et d'écraser le précédent. On peut toujours écraser le précédent, mais on a travaillé en double. À ce moment-là, on retomberait comme... on retomberait dans les âges ou dans les premiers contrôles transmis sera le sévrage parce qu'on a remplacé, supprimé ou écraser le premier contrôle qui avait été fait. Mais, je dirais, il y a des questions souvent de régie, d'éleveur. On est-tu face à un producteur commercial dont, lui, ce contrôle-là est important pour questions techniques de régie, gain de poids, étable versus pâturage, ou on est avec un race pur que dont, lui, les EPD sont plus importants que les indices ou les gains. Dans ces situations-là, quand tu fais plusieurs contrôles, tu peux toujours limiter à quelle période le producteur il y a un manque de gain. Peu importe que tu sois dans une situation de package ou alimentation automnale ou alimentation pendant l'hiver, quand tu fais plusieurs contrôles, tu es capable de chiffrer ça. Moi, je trouve malheureux qu'on ait des contraintes comme ça, qu'on puisse pas. Il me semble que ça ajoute, plus tu as de plaisir, ça ajoute la précision de la génétique. Puis on a des contraintes, mon homme, que ça prend quasiment une charte pour la suivre. Tu le règles avec l'histoire tu peux faire des pesées avec un intervalle de 50 jours. Si tu veux faire de l'analyse fine, c'est ce que tu peux faire. Ça au mois, avec les producteurs. Hein. Ouais, mais tu sais. 50 jours, c'est une installation, tu as des chiffres de 50 jours, ça ne marcherait pas. Ouais, mais c'est long, là. Parce que là, puis la dernière pesée, autrement dit, c'est comme Roger dit tantôt. Mesurer pour gérer. J'en ai un, c'était passé, qui a commencé les fourrages d'un jour, puis il est tombé maniaque, ça balance, mon homme. Il pesait aucun jour.
Mais il a fait des gains épouvantables parce qu'à chaque fois qu'il se passait de quoi qui n'était pas correct dans son entrepôt, il voyait tout de suite. Fait qu'il a augmenté la précision. Si on veut augmenter la précision de nos gains, c'est tous des petits détails qui s'ajoutent un après l'autre, mais il faut que tu trouves tout de suite le problème où est-ce qu'il est. Tandis qu'avec des affaires à 50 jours, tu analyses juste des patentes qui sont passées, puis tu n'as plus aucune action dessus. C'est une régie. Tu peux le moi, je t'explique les concepts. Là. Tu peux le faire, tu peux le remplacer, tu peux l'écraser aussi. En gardant tes rapports, tu l'écrases. Mais si tu veux qu'il y ait une contribution génétique, c'est les âges, il y a des standards génétiques à respecter. Donc, on arrêterait pour une petite pause. On reprend à 10h15. Mais dans le fond, ça veut dire, c'est que tu fais un suivi Excel. Il y a le temps de rentrer à donner, le système de